Bruno Giussani, bonsoir. Bonsoir. C'est un vaste programme qui a été présenté de manière très éloquente, donc on a beaucoup à dire. Commençons par le départ, parce que le fil rouge de votre livre Moins d'Amérique dans nos vies, c'est la souveraineté numérique quand même. La souveraineté numérique, on en parle beaucoup dans les médias aujourd'hui, mais en fonction des gens à qui on pose la question, la définition, elle varie. La vôtre, c'est quoi? C'est la capacité. Bonsoir tout d'abord à tout le monde. Merci de prendre le temps pour venir à cette discussion. C'est la capacité d'un pays, mais on peut l'appliquer aussi aux entreprises, on peut l'appliquer aussi aux individus, de à la fois contrôler son activité de façon libre dans l'espace numérique, prendre les décisions qui s'y appliquent de façon libre sans influence externe. Après, on peut détailler en de mille façons, mais en gros, c'est ça. Et aujourd'hui, si on regarde un petit peu ce qui se passe vis-à-vis des États-Unis, quand vous dites moins d'Amérique dans nos vies, est-ce que l'enjeu de la souveraineté numérique, le premier enjeu, c'est moins d'Amérique dans nos vies ou c'est moins de dépendance technologique en général? Non, c'est certainement moins de dépendance technologique, mais notre dépendance technologique principale est évidemment envers les États-Unis, quoique la Chine joue un rôle croissant. Donc le titre, évidemment, est moins de technologie états-unienne dans nos vies. Puis on peut ajuster pour en faire un titre, mais c'est ça dont je parle. D'un côté, le titre se limite à la question technologique et ses impacts, quoique il y aurait beaucoup d'autres aspects de nos vies qui sont beaucoup trop américanisés. La culture, la politique, la façon de gérer les entreprises, le langage même du management et de la leadership, et plein d'autres choses. Mais je pense que la question technologique est vraiment centrale, d'un côté parce que notre dépendance est vraiment très importante. Ça dépend des études, ça dépend qu'est-ce que les études mesurent exactement, mais en gros, on peut retenir un ordre de grandeur de 2/3 de toutes les technologies numériques que nous utilisons sont d'origine états-unienne. Et elle est centrale, cette question, parce que la façon dont nous lisons et comprenons la réalité, la façon dont nous décidons comment nous comporter dans la réalité, que ce soit individuellement ou collectivement, donc au niveau des entreprises, des organisations, mais aussi du pays, dépend de l'information à laquelle nous avons accès. Et de plus en plus, pour un nombre croissant de personnes, l'accès à l'information est déterminé et filtré par les algorithmes. Les réseaux sociaux qu'on connaît, les chatbots d'intelligence artificielle qui sont arrivés de façon très très rapide dans nos vies depuis 3 ans et demi, comme ça, depuis le lancement de ChatGPT. Maintenant, la nouvelle génération d'IA, comme on l'appelle agentique, c'est-à-dire les agents d'IA qui ont un élément d'autonomie beaucoup plus grande et croissante. Et puis bientôt, d'autres technologies qui sont un peu le côté légèrement science-fiction encore pour l'instant, qui sont les technologies neuronales, les neurotechnologies, c'est-à-dire qu'elles s'interfacent directement avec notre cerveau sans passer par la médiation de l'écran. Donc, on est entouré quelque part de technologies numériques qui filtrent et quelque part influencent notre capacité de comprendre la réalité. Et donc, notre capacité d'y agir, de décider librement comment agir dans cette réalité. Parce qu'on voit bien aujourd'hui, enfin, un discours qu'on entend beaucoup aussi, c'est que la technologie, c'est neutre, c'est juste un outil. Oui. Ça vous inspire quoi comme Ça nous inspire une réponse que peut-être n'est pas tout à fait adaptée pour cette soirée, mais ça, c'est vraiment un des clichés qu'il faut qu'on abandonne. Et peut-être la façon la plus facile pour l'expliquer, elle est un peu simpliste, mais on a tous encore en tête l'idée, ou trop en tête l'idée, que la technologie est un produit. Et donc, on l'achète, et une fois qu'on l'a acheté, elle est à nous, on en fait ce qu'on veut, on l'installe sur notre ordinateur un logiciel, et puis on le contrôle. Et ce n'est plus comme ça, c'était comme ça il y a 25 ans. Il y a 25 ans, on achetait un logiciel, et on recevait une disquette, et on la mettait dans l'ordinateur, et on l'installait, et puis on n'avait plus de contact avec le producteur, sauf s'il y avait un bug, il fallait installer un patch, ou alors, sauf s'il y avait une mise à jour, et on nous demandait, est-ce que vous voulez la mise à jour? On pouvait dire non. Et le logiciel continuait à fonctionner. On pouvait dire non pendant 5 ans, et ça continuait à fonctionner. Et puis, peu à peu, avec l'arrivée de la large bande, avec l'arrivée des smartphones, avec plein de développements technologiques, avec bien sûr les réseaux sociaux, on est passé, et puis le cloud, on est passé dans une logique où toute la technologie, ou presque toute la technologie que nous utilisons, ne fonctionne plus en local chez nous. Elle n'est pas sur notre téléphone ou sur notre ordinateur ou sur nos machines. Elle fonctionne à distance.
elle est sur des ordinateurs, dans des centres de données, ailleurs dans le monde, ailleurs en Suisse, ailleurs dans le monde, contrôlés par les fournisseurs. Ce qui signifie que les fournisseurs, les développeurs de ces technologies ont une capacité de contrôle vraiment très grande sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, parce que la tech, quelque part, la tech numérique, détermine des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire, et comment on les fait. Ils ont certainement une influence potentielle plutôt grande sur quelle information nous pouvons accéder et à quelle nous ne pouvons pas accéder. Et ils déterminent un petit peu, ils influencent la nature de nos débats à travers ça. Maintenant, on peut faire une longue liste d'exemples, mais juste un qui est très spécifique, par exemple, vous utilisez n'importe quelle plateforme technologique, que ce soit un réseau social, donc utilisation personnelle, etc., que ce soit des systèmes de bureautique d'entreprise, l'entreprise qui les produit peut changer de façon unilatérale le contrat qui vous lie. Il peut vous envoyer un email et vous dire bon, on a changé les conditions d'utilisation, voici les 3 points qu'on a changés. Et la seule réponse que vous pouvez avoir, c'est de ne plus utiliser cette technologie. Soit vous acceptez, soit vous arrêtez de l'utiliser. Vous n'avez pas une capacité de négociation en disant moi je ne suis pas d'accord sur ça, je suis d'accord sur ça. Ça, c'est de la vraie influence. Parce que le code logiciel, quelque part, il y a cette expression que vous connaissez, code is law. Hein? Le code logiciel est comme la loi. C'est de Larry Lessig, un constitutionnaliste américain. Ça remonte à plus de 20 ans en arrière. Et essentiellement, ce qu'il dit, c'est le code informatique détermine la façon dont la société, les individus fonctionnent et agissent autant que la loi. Mais simplement, il n'est pas déterminé par le gouvernement, par une instance démocratique, par le Parlement, en Suisse, par un référendum d'initiative. Il est déterminé par ceux qui développent la technologie. Il y a un peu cette idée, et ça c'est l'autre penchant de la technologie est neutre, hein, elle ne l'est pas, on a bien compris. Il y a cette idée qu'il ne faut pas mettre trop de règles à la technologie. Mais là aussi, le problème, c'est s'il n'y a pas de règles agréées collectivement et démocratiquement, les règles qui s'appliquent sont celles déterminées par les entreprises qui définissent, voilà, vous pouvez faire ça, mais pas ça. Et donc, le fait de ne pas avoir de réglementation ne signifie pas qu'il n'y a pas de règles, ça signifie simplement que par défaut, c'est les décisions des entreprises qui s'appliquent et qui deviennent les règles de fonctionnement. Je vous propose que pour qu'on comprenne un peu la situation, on fasse un peu le constat aussi de cette dépendance. Aujourd'hui, moi, dans le cadre de mon travail, ça fait plusieurs années, bien avant que Donald Trump revienne au pouvoir et qu'on se pose autant de questions sur la souveraineté numérique, que j'essaie de comprendre pourquoi les administrations publiques, systématiquement, mais pas que les administrations publiques d'ailleurs, des entreprises et tout, choisissent systématiquement les mêmes fournisseurs, avec toujours les mêmes dépendances, les mêmes arguments aussi pour le justifier. C'est toujours l'argument de la simplicité. Le coût aussi, parce que cet argument n'est jamais démontré, mais c'est quand même l'argument qui revient toujours, c'est le coût. Aujourd'hui, on a des administrations qui sont, pour la plupart, ou on va dire que on va dire 95% des administrations tournent sous Microsoft. C'est pour la bureautique, parce qu'après évidemment il y a l'hébergement, donc ça c'est ce qu'on appelle le cloud, c'est encore autre chose. Mais pour la bureautique, c'est vraiment essentiellement Microsoft qui est l'un des principaux notamment au niveau fédéral en Suisse. Au niveau fédéral, mais à Genève, au niveau fédéral, c'est centaines de millions de francs par année de licence. À Genève, je crois que c'est, de ce que j'avais vu, c'était 5 millions de francs par an. Donc c'est quand même des montants qui sont conséquents. La Suisse, c'est le 10e marché au monde de Microsoft. On n'est que 9 millions d'habitants, hein, donc ça donne un peu un ordre d'idée. Microsoft est partout. Aujourd'hui, comment vous expliquez, enfin comment on peut faire aussi pour accompagner une sortie? Parce que ça va partout en fait, c'est très profond. Oui, tout à fait. Alors il y a les deux parties. Hein. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Et je pense qu'il y a toute une série d'éléments, on peut peut-être en évoquer 2 ou 3. Un est certainement le fait que au début, quand on a commencé à installer des logiciels, par exemple de Microsoft, et puis peu à peu ces logiciels ont migré du fait d'être les nôtres qu'on contrôle au fait d'être des plateformes auxquelles on accède, et donc on doit acheter le droit d'accéder, donc on a payé régulièrement pour avoir accès, on a des comptes, etc. Cette migration s'est faite sur une quinzaine d'années, et donc c'est un peu l'histoire de la grenouille dans l'eau qui se réchauffe. Hein. C'est-à-dire, on ne s'est pas tout à fait aperçu à quel point on devenait non seulement des utilisateurs de technologie, mais prisonniers de cette technologie. Et les gens alertaient depuis longtemps quand même. Les gens alertaient depuis longtemps, ça se voyait, ce mais système. quelque part, il y a comme une dynamique, une sorte d'inertie. Et puis cette inertie, et je crois que dans un de vos articles l'année passée, vous avez cité cette lettre de l'Office fédéral de l'informatique qui dit « Maintenant, en sortir est très très difficile ». Donc ils ont justifié un passage ultérieur chez Microsoft, parce qu'on est, je ne sais pas les mots exacts, mais le sens était
nos systèmes sont tellement imbriqués dans les leurs que d'en sortir est pratiquement impossible. Hein. C'est ça. Et ça, c'est une situation qu'on a maintenant, après une vingtaine d'années. Mais après, il y a d'autres forces. Il y a la force de l'habitude. Ceux qui choisissent ces systèmes connaissent depuis 20 ans le représentant de Microsoft et connaissent le type qui vient faire l'intégration, etc. C'est beaucoup plus simple de le prendre au téléphone et de lui dire, bon, est-ce qu'on va faire une mise à jour? Quand il y a un problème, les gérants des systèmes de la Confédération ou d'un canton sont bien contents de ne rien avoir à faire, prendre le téléphone, appeler Microsoft et dire il y a un problème, et puis eux, à distance, prennent le contrôle du système et entrent et font ce qu'ils doivent faire. Il y a d'ailleurs une blague qui dit aucun chef de service informatique n'a jamais été viré pour avoir mis du Microsoft. Absolument. Comme on disait dans les années 90, aucun chef de service informatique n'a jamais été viré pour avoir acheté de l'IBM. C'est-à-dire on achetait le grand parce que le grand nous protégeait quelque part contre toute critique. J'ai acheté le meilleur, le plus cher, le plus grand, et donc je ne peux pas être coupable de quoi que ce soit. Mais il y a aussi un autre élément qui est effectivement, ces systèmes fonctionnent. Et ils fonctionnent bien, et ça, il faut le reconnaître. Ils fonctionnent bien parce qu'ils sont intégrés. On n'a pas besoin d'aller acheter 20 bouts de logiciels et puis les composer ensemble et puis voir comment est-ce qu'on peut faire un pont de l'un à l'autre. Et puis, on a une sorte de one-stop shop pour la plupart de ces services. Et ça, c'est un des problèmes qui fait que les alternatives deviennent plus compliquées. C'est une question vraiment d'intégration. Alors, si vous prenez tous les morceaux un par un, on a des alternatives logicielles pour presque tout. La bureautique, les systèmes d'email, le cloud, le VPN, etc. Mais ils sont disparates, ils sont auprès de différents fournisseurs, donc il faut trouver la façon de les remettre ensemble, de les intégrer. Il commence à y avoir des efforts dans cette direction. Comme vous dites, prompté par l'arrivée de Trump. Donc Trump a réveillé un mouvement que moi je commence vraiment à sentir un peu partout en Europe. Je vous donne un exemple. Il y a 3 grosses entreprises qui font du cloud en Europe. Une, c'est Nextcloud, qui est basée en Allemagne, mais il y en a en France, il y en a en Italie. Et plutôt que de se fusionner, essayer de créer le prochain grand opérateur de cloud, ils ont créé des ponts logiciels, techniquement c'est des API communes, qui font que du point de vue de l'utilisateur, leurs 3 systèmes ressemblent aux mêmes. Et donc ils peuvent soudainement offrir des services dans plusieurs pays en parallèle. Et c'est ce genre de choses qu'on doit commencer à faire et qui commence à se faire, c'est-à-dire fédérer ce qui existe de façon à contrer cet avantage qu'ont les grandes entreprises américaines du fait d'avoir tous les systèmes intégrés et donc quelque part il suffit de parler avec eux pour avoir la plupart des services dont on a besoin. Si on regarde un petit peu aussi le discours qui est déployé par ces grandes entreprises pour justifier que leurs services sont les meilleurs, il y a aussi cette idée, vous le disiez, cette intégration qui est toujours vue un peu comme l'alpha et l'oméga de la simplicité, de la rapidité du déploiement. Mais si on réfléchit un petit peu aussi à ce que ça suppose, cette intégration, elle est certes très performante, mais elle est aussi très limitée dans la capacité à l'adapter à des besoins. Parce que Microsoft est propriétaire des logiciels, donc Microsoft fait une version standardisée pour le monde entier à peu près. Et puis si un jour on a un problème, on ne peut pas vraiment les appeler pour leur demander d'adapter le logiciel à nos propres besoins. Exactement. Donc il y a une limitation aussi dans… Donc on adapte les besoins au logiciel. C'est ça. Hein. Parce que, non mais c'est vraiment ça. Hein. Maintenant, ce qui est en train de se passer à cause de la taille de ces entreprises, à cause de leur emprise sur nos systèmes, à cause du fait qu'effectivement, ils gèrent l'infrastructure sur laquelle tournent nos administrations, nos sociétés, nos entreprises, nos vies privées aussi, hein, nos systèmes de paiement, etc., c'est que, je pousse un peu, on est en train de voir une reprogrammation algorithmique de la société, c'est-à-dire la façon dont nous fonctionnons doit s'adapter aux algorithmes de plus en plus. Et quand elle ne s'adapte pas, elle est filtrée quand même par les algorithmes, au niveau par exemple du type d'information que nous recevons. Et ça, c'est vraiment très dangereux parce que la dynamique de ces technologies connectées n'est pas une dynamique linéaire, c'est une dynamique exponentielle. Donc, en fait, le fait par exemple que les mêmes entreprises qui contrôlent la plupart du cloud, qui contrôlent la plupart des réseaux sociaux, et donc du ramassage d'informations, maintenant contrôlent aussi la plupart des principaux chatbots d'intelligence artificielle, projettent leur pouvoir dans l'avenir et le rendent encore plus important. C'est pour ça que c'est vraiment un moment clé. Ces 4-5 prochaines années sont un moment absolument clé pour la Suisse et pour l'Europe, pour se rendre compte de ces problèmes et pour essayer de les changer. Et si on regarde un petit peu justement ce que vous mentionniez, donc cette dimension de l'intelligence artificielle générative, là on est arrivé sur une étape supplémentaire, c'est-à-dire qu'on a des systèmes
qui sont basées sur l'extraction de données, des données souvent propriétaires, protégées par le droit d'auteur, la propriété intellectuelle, qui ont servi à entraîner des logiciels très performants et qui sont ensuite utilisés pour projeter une certaine vision du monde, parce que ces logiciels aussi ne sont pas neutres, malgré la quantité de données qu'ils ont absorbées, ils sont dépendants de cette donnée qui les a entraînés. Et là, aujourd'hui, on atteint des sommets avec une volonté de capter encore plus de données. Donc, les conditions générales d'utilisation de la plupart de ces entreprises ont été modifiées de manière complètement unilatérale, évidemment, parce que si on décide d'arrêter, quand on est la confédération, on ne peut pas juste arrêter. Et j'avais un parlementaire fédéral qui m'a une fois téléphoné, m'a dit on est très embêté au Parlement fédéral parce que Microsoft ne permet pas d'arrêter Copilot, donc leur système d'intelligence artificielle générative, qui est intégré à leur suite bureautique. Et nous, au Parlement fédéral, on estime que c'est une vulnérabilité parce que potentiellement, Copilot, malgré ce que dit Microsoft, peut capter des données issues d'échanges parlementaires, etc. Et donc, ça pose aussi des questions de vulnérabilité à la fois de la vie privée, bien sûr, mais aussi d'un point de vue stratégique. On voit aussi que l'armée suisse a des projets en lien avec Microsoft. Donc, c'est vraiment une dépendance qui est multifacteur et à tous les niveaux de la société. Oui, évidemment, le côté public est très délicat parce que le public gère des données qui sont très sensibles pour les gens, les données fiscales, les données sanitaires. Et donc, là, il y a vraiment un enjeu fondamental. L'histoire de Copilot est assez intéressante parce qu'elle révèle un autre niveau de problématique. Les parlementaires fédéraux ont un ordinateur qui leur est donné par le secrétariat du Parlement et donc par l'Office fédéral de l'informatique, sur lequel sont installés un certain nombre de logiciels. Évidemment, toute la suite bureautique de Microsoft. Et soudainement, un matin d'il y a quelques semaines, ils se réveillent, ils allument leur ordinateur et Microsoft, sans avoir été interpellé, sans avoir été invité à le faire, sans qu'on lui ait rien demandé, avait activé justement la fonction de IA dans leur compte. Et ils ne pouvaient pas la désactiver. Donc, c'est l'entreprise qui a décidé de mettre ça en actif. Évidemment, il y a un problème fondamental de souveraineté, de contrôle de l'information. On peut avoir tous les contrats qu'on veut, etc. Mais en réalité, les contrats n'ont jamais vraiment déterminé la limite jusqu'à laquelle on peut aller. Et on peut parler aussi de à quel point les contrats, notamment Microsoft, mais aussi d'autres entreprises, sont pleins de trous. Mais la chose que je trouve très intéressante dans cet exemple du Parlement et de Microsoft qui active leur système d'intelligence artificielle sur leurs ordinateurs sans qu'on leur demande quoi que ce soit, est que l'intelligence artificielle n'est pas juste un autre logiciel. C'est un système qui commence à s'infiltrer dans tous les systèmes logiciels, dans toute l'infrastructure logicielle. Maintenant, vous pouvez encore utiliser votre iPhone sans activer Siri. Mais dans une année, Apple va vous dire, si vous n'activez pas Siri, ces trois choses-là ne fonctionneront plus. Et dans 6 mois encore, ils vont dire, et ces autres 3 choses-là ne vont plus fonctionner. Et donc, à un certain point, vous devez, quelque part, vous rendre à l'évidence que si vous n'activez pas l'IA sur votre téléphone, et donc si vous ne permettez pas à l'IA de prendre le contrôle d'une partie de votre téléphone, certaines choses que vous faites aujourd'hui avec votre téléphone ne sont plus possibles parce que l'entreprise l'a décidé. Donc, cette infiltration de l'IA comme une sorte de technologie transversale à tout le reste de l'infrastructure digitale est vraiment un élément de risque important dont il faut être absolument conscient. Mais j'ai oublié la question qu'on m'a posée avant, c'est comment est-ce qu'on renverse ça? Comment est-ce qu'on sort de ça? Et la citation qui était lue avant sur on a un peu cette idée que les grands sont meilleurs parce qu'ils sont grands, les grands de la technologie sont meilleurs parce qu'ils évidemment, ils ont des qualités incroyables. La première, c'est qu'ils ont des milliards à dépenser pour le fait d'être grands. Et donc, ils peuvent investir plus rapidement que les autres. Ils peuvent tester beaucoup plus de choses. Ils peuvent attirer du talent et les payer des millions. Et des moyens de pression aussi. Pardon? Des moyens de pression aussi. Il y a des moyens de pression, absolument. Mais si on oublie pour le moment le big tech et on regarde la tech, il y a quand même beaucoup de choses qui se font et qui se font ici. Au niveau individuel, par exemple, on peut tous assez facilement changer de fournisseur d'email, changer de fournisseur cloud, changer de fournisseur de visioconférence, changer de fournisseur de VPN, changer de fournisseur de messagerie, en utilisant des solutions suisses ou open source ou européennes ou une combinaison des trois. Elles existent aujourd'hui. Alors, peut-être qu'elles ne sont pas parfaites, dans le sens que on va perdre 10% d'optimisation, mais on gagne 100% de contrôle. Ça me
paraît un deal pas trop mal, quoi. Mais là-dessus, j'aimerais bien vous entendre, parce que ça, c'est un élément qui est, à mon sens, essentiel. C'est que faire ce choix de choisir d'autres outils, des alternatives, peut aller de pair avec une plus grande friction parfois, donc un peu plus de temps pour déployer des outils et tout. On est dans une société où le temps, on court après en fait. On est de plus en plus mis sous pression pour rendre de plus en plus vite, de plus en plus de choses. Donc il faut aussi qu'il y ait non seulement une question au niveau technologique, mais aussi au niveau de ce qu'on attend de la société, non? Pour qu'on puisse faire ce passage vers quelque chose qui est peut-être un peu moins performant, un peu moins rapide, mais qui en même temps a des avantages essentiels sur la souveraineté. Ouais, mais déjà, il faut regarder ceux qui l'ont fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. La ville de Lyon, par exemple, a décidé il y a une année et demie qu'elle ne voulait plus de Microsoft. Et donc, ils ont fait un projet, ils ont passé une année à faire toute la migration, et maintenant, ils utilisent des logiciels qui ne sont pas ceux de Microsoft, et ils affirment qu'ils ont économisé, maintenant qu'ils sont installés, ils économisent de 30% du coût. L'État allemand du Schleswig-Holstein, 30 000 employés, donc ce n'est pas une petite organisation, est en train de faire la même migration. Des ministères autrichiens, même chose. Des villes au Danemark, même chose. On a un exemple en Suisse, c'est le tribunal fédéral. C'est le tribunal fédéral qui tourne sur des logiciels libres depuis longtemps. 20 ans. Donc ils ont décidé d'être totalement indépendants de ça et ils ont leur propre système qui fonctionne. Et je n'ai pas l'impression que le tribunal fédéral fonctionne pire que la Cour suprême américaine. Et donc c'est possible, quoi. C'est possible à petite échelle, c'est possible à grande échelle. Il y a des gens, il y a des individus qui ont décidé, moi je ne veux plus de contact avec Google. Et donc ils ont commencé à vider leur téléphone systématiquement d'eux, à chercher des alternatives. Alors évidemment, il faut du temps, il faut un effort. Quand on le fait, probablement, il faut aussi un coût, un investissement. Il n'y a pas une solution toute faite. On ne peut pas simplement dire, bon, j'élimine ça et je télécharge ça et dans 2 minutes, je suis prêt à faire tout ce que je faisais avant. Chaque solution demande aussi un apprentissage d'interface, etc. Mais ce n'est pas vraiment si compliqué pour beaucoup de choses. Pas pour tout, mais pour beaucoup de choses. Moi, par exemple, je ne comprends absolument pas qu'en Suisse, on utilise encore Zoom ou Teams ou Google Meet. Alors qu'on a qu'à suivre. Alors, on a Kamit de Infomaniac qui fonctionne exactement de la même façon, mais on continue d'utiliser les autres, alors qu'on sait que chacun des trois a dans son contrat d'utilisation la liberté de capter ce qu'on échange et l'utiliser pour entraîner leur système d'IA. Je ne comprends pas qu'on transmette des fichiers en utilisant WeTransfer. WeTransfer utilise absolument tous les fichiers qui passent sur leur système pour entraîner leur IA. Alors évidemment, toutes ces boîtes le présentent comme quelque chose de très bénin. Je ne sais pas si c'est dans ce livre-ci ou dans l'autre, je cite l'exemple de OneDrive de Microsoft. Donc, si vous faites un backup de votre téléphone sur le système OneDrive de Microsoft, qui fait partie de leur cloud, il y a quelques mois, ils ont changé les conditions d'utilisation et ils disent on a installé un système qui va rendre possible pour vous d'identifier toutes les photos dans lesquelles apparaissent vos amis. Évidemment, ils le présentent comme un service qui a de la valeur. Et effectivement, il a de la valeur. Mais pour faire ça, ils s'arrogent le droit de scanner toutes vos photos et de les comparer par reconnaissance faciale avec les noms de vos amis, avec les photos de vos amis dans votre rubrique, avec les photos de vos amis sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn qu'ils possèdent, etc. Donc vous voyez comment ce système s'imbrique de mille façons, et puis on vous présente ça comme « mais c'est très bien, c'est une application qui va permettre de reconnaître vos amis sur les photos ». Et on passe toujours par ce genre de choses. Une question aussi qu'on peut se poser, c'est vers quoi se tourner parce que j'entends souvent l'exemple, je trouve, des géants européens, c'est très intéressant sur le cadrage du discours, parce qu'on parle souvent de faire comme les Américains. Pas du tout. Alors, comme si, en fait, l'alpha et l'oméga de la réussite, c'était de faire comme les Américains. Alors même qu'en fait, on n'est pas les Américains. On ne peut pas faire la même chose, on n'a peut-être pas envie de faire la même chose, on a peut-être d'autres aspirations, mais systématiquement, comme un réflexe pavlovien, on dit non mais il nous faudrait un Google européen. Mais peut-être que la solution, c'est de faire différemment. Mais la solution est absolument de faire différemment. Tout d'abord parce qu'il n'y a aucune raison d'investir dans la recréation de quelque chose qui est identique à ce qui existe déjà, simplement sous d'autres règles formelles qui posent des problèmes. Là. Mais surtout parce que la façon américaine de développer la technologie n'est pas la seule. Les Chinois ont toute une autre approche, par exemple. Et non seulement elle n'est pas la seule, elle n'est peut-être pas nécessairement la bonne. On entend tous, par exemple, parler beaucoup des coûts énergétiques
de l'IA générative. Le fait qu'on construise des centres de données qui ont la taille d'un terrain de foot, on construise à côté une centrale à gaz ou une centrale nucléaire pour les faire tourner, pour générer des images de chats qui mangent les pattes, quoi. Et donc, il y a une logique économique là qui m'échappe, une logique sociale qui m'échappe, même si je peux comprendre qu'il y a une logique économique pour les boîtes qui le font. Et donc, il faut évidemment chercher d'autres directions. Et les autres directions sont, par exemple, de développer des technologies qui ne nous espionnent pas. Est-ce qu'on peut offrir le même type de service sans que nos données soient systématiquement espionnées? C'est un slogan tout fait. La tech qui ne vous espionne pas, c'est la tech européenne, c'est ça, quoi. Ou alors, par exemple, sur les modèles d'IA, est-ce qu'on peut faire des modèles qui ne sont pas génériques et gigantesques, mais plutôt donc des small language models plutôt que des large language models qui font des choses plus limitées, mais qui les font beaucoup mieux et qui les font surtout sans avoir ce type de consommation énergétique, sans devoir racler le fond des océans des données pour ramasser tout ce qu'on peut pour entraîner les modèles, etc. Donc clairement, il faut développer des approches qui sont différentes. Et une approche vraiment importante, c'est celle de la fédération de ce qui existe déjà. Sur cette question-là aussi, il y a l'enjeu des logiciels libres. Ouais. Et là, je parle vraiment des logiciels libres, parce qu'on parle aussi très souvent d'open source. Donc juste pour faire une petite clarification, le logiciel libre, c'est vraiment un logiciel qu'on peut analyser, qu'on peut installer, qu'on peut télécharger, installer, qu'on peut utiliser comme on veut et qu'on peut redistribuer qu'on doit redistribuer aussi. On ne peut pas le modifier. On peut pas le modifier et puis le garder pour soi et en faire de l'argent. On doit le redistribuer, on doit repartager le code. Et l'open source, il y a différentes licences, mais en gros, l'idée, c'est de permettre de s'approprier le code et puis de le réutiliser à des fins commerciales comme on le souhaite. Là, le logiciel libre, ça peut être aussi une façon, dans certains cas, pas toujours, parce qu'il n'y a pas qu'une façon de voir les choses, mais ça peut être aussi un moyen de ne pas dépendre d'une entreprise. Parce qu'Infomaniac, aussi performant soit-il, ça reste une entreprise privée. Si demain Infomaniac disparaît, si un État est dépendant d'Infomaniac pour toute sa bureautique, ça peut être aussi un enjeu. Certainement, mais pour faire ça, il faut avoir des compétences techniques et pas tout le monde les a. Les individus, mais aussi souvent des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises. Mais il y a encore un peu une idée du logiciel libre qui correspond à la session d'il y a 15 ans. C'est-à-dire, c'était difficile à utiliser. Il fallait quelque part être vraiment un peu connaisseur d'informatique, savoir comment faire pour pouvoir utiliser ça. Et maintenant, par contre, le progrès a été tel qu'on a des interfaces qui sont très similaires, on a des capacités d'intégration qui sont très similaires, etc. Donc je pense que c'est vraiment, pour beaucoup de cas, une alternative. Mais depuis que j'ai écrit ce livre, souvent on me demande pourquoi tu ne fais pas un site où tu mets une liste de comment est-ce qu'on change les logiciels. Donc on remplace Zoom par Kmeet, etc. Et la réalité, c'est qu'on ne peut pas faire une telle liste. On peut la faire pour 15 logiciels, mais après on s'arrête parce que chacun de nous a un environnement logiciel différent. On a quelque chose qui sont en commun, mais on a des exigences différentes, des façons de travailler différentes, des contacts différents, des intégrations avec les logiciels de notre entreprise, etc., qui sont différents. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est, plutôt qu'une liste, c'est une sorte de 4 ou 5 points de comment est-ce qu'on réfléchit, le processus de réflexion par rapport au choix qu'on doit faire. Il n'y a pas de solution toute faite, donc chacun doit faire un petit peu son propre choix en analysant les choses d'une certaine manière. À part les 4 ou 5 choses que j'ai citées avant, qui sont les plus évidentes, les plus faciles et totalement indolores, parce que remplacer 8 transferts avec Swiss Transfer, c'est complètement indolore. Et ça marche très bien. Voilà. Mais ça, il y en a quelques-unes, il y en a une demi-douzaine, il y en a une douzaine. Et après, au-delà de ça, pour les applications spécifiques et tout ce qu'on fait en entreprise, etc., évidemment, c'est tout dans notre discours. Mais si on regarde aussi un petit peu sur le timing, aujourd'hui, on est dans un moment où on a cette envie peut-être de faire différemment, mais on a aussi beaucoup de discours qui viennent un petit peu attaquer l'Europe dans ce qu'elle est en disant l'Europe décline, l'Europe est finie, l'Europe est en retard technologiquement, alors que comme vous le mentionnez, c'est un discours qui est assez partiel parce qu'en Europe aussi, il y a eu la naissance de nombreuses technologies qui certes ont été ensuite reprises par les Américains notamment, mais il y a quand même des inventions importantes comme notamment le web qui est né au CERN à Genève. Il y a un savoir-faire en Europe aussi. Est-ce qu'il ne faut pas le réindustrialiser entre guillemets pour permettre un petit peu de contrer cette hégémonie américaine et même aussi un peu chinoise?
Non, absolument. Après, peut-être on peut parler une minute de chinois, mais parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de passer sur le rail chinois hein, du tout. Bien sûr. Et il ne s'agit probablement pas non plus de viser une sorte de situation autarcique en Europe parce que la technologie est tellement globalisée que c'est très difficile à imaginer. Mais il faut bien choisir là où on a des enjeux de type vraiment vital, stratégique, et puis viser ça. Mais beaucoup de ce discours que vous venez de faire vient évidemment des entreprises qui dominent le marché aujourd'hui, hein, qui disent mais non, mais les systèmes sont tellement bons, faisons un contrat plus détaillé et puis vous pouvez mettre vos applications au-dessus de notre système. Mais la réalité, c'est que l'Europe ne peut pas construire une dynamique économique nouvelle sur la base d'infrastructures contrôlées par les autres. Hein. C'est comme si, je sais pas, on construisait les voitures, mais on devait aller en France pour les conduire parce qu'en Suisse, on n'a pas d'autoroute. Ça ne ferait pas trop de sens. Et donc, il faut relancer quelque part l'industrie technologique européenne en sachant plusieurs choses. La première, c'est celle qu'on a dit avant, c'est-à-dire on ne doit pas nécessairement suivre le modèle américain. Le deuxième, c'est qu'il y a énormément de tentatives maintenant. Il y en a en France, il y en a en Allemagne, il y en a dans les pays scandinaves, de venir nous dire faisons des alliances très très proches entre les fournisseurs américains et les entreprises européennes, de façon que ce soit des entreprises européennes qui revendent les produits américains sous une sorte de label presque simili-européen. Mais derrière encore, le cloud américain, etc., ça ne change pas grand-chose. Mais il y a beaucoup de secteurs dans lesquels on est à la pointe. L'Europe tient la tête aux Américains, aux Chinois, dans l'informatique quantique, par exemple, dans la fusion nucléaire et d'autres réalités comme ça. Et en plus, on a des réalités entrepreneuriales qui existent déjà aujourd'hui. Mais comme je dis dans le livre, elles sont souvent nationales, souvent petites, mais il faut les faire croître, quoi. Et une façon de les faire croître, ce n'est pas de les subventionner, c'est de dynamiser le marché, c'est-à-dire il faut créer de la demande. Et si possible, cette demande-là devrait ne pas aller dans la direction des fournisseurs américains, mais devrait aller dans la direction des fournisseurs suisses et européens. C'est l'exemple du cloud de la Confédération. Vous avez écrit plusieurs articles sur le sujet. La Confédération veut créer un cloud souverain, ouais. Swiss Confederation Cloud, fait comment dire, un appel aux propositions, décide à la fin de le partager entre 5 entreprises, 4 sont américaines, Microsoft, Google, Amazon, Oracle, et une est chinoise, Alibaba. Non seulement, mais 2 ans plus tard ou 3 ans plus tard, ils renouvellent le contrat pour 5 ans, encore une fois, sans refaire un autre appel d'offres. Bon, il y a un projet qui est en cours de Swiss Government Cloud qui est censé distribuer un petit peu les dépendances parce que la Confédération va continuer d'héberger les données publiques, donc tout ce qui est topographique et tout. Ce qui est une vraie question, est-ce que les données topographiques doivent être sur les serveurs d'une entreprise américaine? Parce que la topographie, c'est la maîtrise du territoire. Donc on peut se poser plein de questions qui ne sont pas parce que c'est public, ça doit forcément. Il n'y a pas d'enjeu de souveraineté. Il y a des enjeux de souveraineté, il faudrait les politiser aussi. Mais bref, ces entreprises-là, elles possèdent des données publiques. On se dit qu'elles n'ont pas de valeur particulière, donc on les met sur les clouds américains ou chinois, peu importe. Et puis après, on commence à se dire, bon, bah là, les Américains peuvent bien héberger les données, mais sur des serveurs qui sont en Suisse. Puis ensuite, on commence à se dire, bon, peut-être que ces données-là, elles devraient être plutôt dans des entreprises en Suisse. Puis ensuite, il y a certaines données qui ne devraient être même pas sur des serveurs parce que c'est des données classifiées très importantes du service de renseignement, par exemple, etc. Donc là, on est vraiment dans une espèce d'approche qui est un peu de saucissonnage. On essaie de rassurer, mais en même temps, on continue, malgré tout, cette logique de bah, c'est les meilleurs, donc on va quand même chez eux et on ne se pose pas la question que ça peut représenter en termes d'enjeux politiques à la fin. L'exemple des données géographiques est central, quoi. Évidemment, Google Maps existe, il est contrôlé par Google, ils ont des satellites qui mettent à jour constamment, etc. Mais les données topographiques détaillées comme celles qu'on connaît, certains d'entre vous à mon âge, donc vous connaissez les cartes 1 25 000 et les cartes 1 15 000, Suisse, c'est des données qui sont vraiment très importantes du point de vue de la défense nationale, par exemple. Et de la souveraineté d'un État, ou même d'une commune, parce que c'est là où on gère le cadastre, c'est là où on va décider à qui appartient quoi. Donc nous, on les utilise pour aller faire des promenades à la montagne, mais tous ces éléments-là sont absolument centraux. Mais on n'y pense pas, on ne pense pas à la valeur de la donnée. On la classifie privée au public, et puis donc je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus, aussi sur une sorte de
comment dire, de meilleure compréhension de qu'est-ce qu'est la valeur de la donnée. Une dernière question avant d'ouvrir au public, c'est un peu le point, comment dire, comment être optimiste, comme par exemple on a dans le canton de Vaud le CHUV, qui est quand même un hôpital universitaire important. L'année dernière, ou en début d'année, j'ai un petit doute là sur le timing, mais ils ont décidé d'attribuer le changement de leur système de dossier patient informatisé, donc qui sert à gérer l'ensemble d'informations qu'on met en lien avec les patients, donc tout ce qui est traitement, etc. Ils l'ont attribué à Epic. Ouais. Epic, c'est un géant américain des systèmes d'information de la santé qui s'est beaucoup importé ces dernières années en Europe. Ça n'a pas toujours été le cas. Là, l'argument, moi j'ai beaucoup discuté parce qu'il y avait eu un recours d'une entreprise genevoise qui s'appelle Keops, qui eux proposent un dossier patient informatisé, qui n'est pas aussi intégré évidemment que Epic parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais eux avaient dit attention, cet appel d'offres est vicié, ça va être attribué à Epic parce qu'aucune autre entreprise, dans la façon dont c'est formulé, ne peut prétendre répondre à tous les éléments. Et ça, les appels d'offres aussi, les appels d'offres publics, c'est un enjeu qu'en Suisse, on a tendance à faire les bons élèves. On dit non, mais c'est les règles de l'OMC, les appels d'offres sont comme ça, on ne peut pas faire autrement, donc c'est forcément toujours les meilleurs qui gagnent, et donc les Américains. Oui, c'est pas seulement toujours les meilleurs, c'est toujours les plus grands, Ouais. parce qu'ils ont les systèmes les plus étendus. D'ailleurs, c'est pas que le CHUV, hein, les hôpitaux de Zurich, c'est la même chose. Oui, il y a Zurich, il y a Berne aussi. Ouais. Et ça, c'est un vrai problème. La façon, cette attribution dont je parlais avant du cloud de la Confédération aux quatre entreprises américaines et aux Chinois est due essentiellement à la même raison. C'est-à-dire l'appel d'offres était formulé d'une façon qui a rendu impossible pour n'importe quelle boîte suisse, y compris Swisscom, qui est un géant quand même, de participer à cet appel d'offres parce qu'il y avait des éléments comme il faut avoir des centres de données sécurisés sur 3 continents. Alors évidemment, on se demande quel est le besoin de la Suisse d'avoir des centres de données sur 3 continents. Mais c'est vrai qu'il y a encore ces réflexes-là dans les administrations publiques notamment. Ouais. Et je pense que Epic va être un gros problème pour les hôpitaux suisses. Oui, puis surtout en plus on arrive très souvent à des projets qui sont sous-dimensionnés financièrement, et puis on se retrouve avec des explosions des coûts à la fin. Ouais. Mais dans ce cadre… Alors qu'évidemment, l'entreprise genevoise, si elle avait obtenu même seulement la moitié de ce mandat-là, mais certainement tout le mandat, aurait pu développer son système avec en plus un cas d'école spécifique gigantesque qui est le CHUV. Et ça a des effets en cascade. On retient du talent, on dynamise le marché local, on génère et développe de nouvelles technologies, on devient compétitif au niveau international, etc. Mais on ne voit jamais ce type de conséquences positives de deuxième ou troisième ordre. Pourtant, c'est un discours qui pourrait être très important, c'est aussi d'expliquer tout ce que ça a comme réindustrialisation locale, on réattribue, on récupère des compétences. Absolument. On a un exemple quand même qui est les HUG. Moi, je m'étais intéressé dans le cadre de cet article sur le CHUV. Les HUG ont développé depuis une vingtaine d'années leur propre dossier patient informatisé. Ils l'ont développé en interne. Ouais. Il va être mutualisé prochainement, donc ils doivent libérer le code. Ça demande un certain nombre de processus. Ce n'est pas tout simple. On n'appuie pas juste sur un bouton, puis d'un coup, le code, on peut le transmettre à d'autres entités. Il faut un certain travail. Ils vont mutualiser ça avec l'hôpital du Valais. Donc là, ils vont mettre ensemble des moyens. Ils ont créé une espèce de co-entreprise, on va dire ça comme ça, pour libérer le code et puis l'adapter aux besoins de l'hôpital du Valais. Là, le CHUV avait fait un audit du système genevois. L'audit était parvenu à la conclusion que c'était un très bon système, mais le CHUV s'est dit que ça nécessitait pour eux d'engager des développeurs. Et ils ont fait un choix différent en fait. Ils ont fait le choix d'externaliser quelque part la gestion de ce système d'information à une entreprise privée, peu importe laquelle, plutôt que d'internaliser un certain nombre de compétences. Alors ça coûte peut-être plus cher, mais en même temps il y a une maîtrise, il y a une évolution, puis il peut y avoir une mutualisation aussi, parce que là, on peut avoir dans un système fédéraliste comme le nôtre, une approche aussi où on attribue les coûts ensemble, on les gère ensemble, et puis on essaie d'adapter des systèmes ensemble à différents besoins pour pouvoir avoir une approche un peu plus économique, locale aussi, de ces enjeux-là. Mais non seulement, le système hospitalier genevois plus le valaisan plus le vaudois, ça fait, je sais pas mal, le 25% du système hospitalier suisse, parce que plus gros que ça, il n'y a que Berne et Zurich. Et donc, soudainement, on aurait une plateforme testée depuis des années, adaptable aux besoins de chaque réalité hospitalière et de chaque réalité cantonale, à offrir au reste de la Suisse. Donc, ça me semble d'une logique absolument claire, limpide, mais pourtant, on n'arrive pas à arriver à ce type de raisonnement. Et ça met pas toujours. Epic, c'est 200 millions sur 15 ans. Ouais. Donc, c'est pas non plus peanuts, quoi. Absolument. Tu veux parler de ça?
Pardon? Tu veux parler de ça? Oui, alors, il y avait une dernière question parce que c'était l'actualité. Aujourd'hui, on a eu le lancement d'une initiative, une initiative qui s'appelle l'Initiative Internet, qui a été lancée aujourd'hui à Berne en lien, donc plusieurs représentants de différents partis. Donc il y a des membres de l'UDC, il y a des membres du Centre, du PLR, je crois qu'il y a des membres du PLR, il y a en tout cas des membres du Centre, des partis socialistes, des Verts, de l'UDC. Le but de cette initiative, c'est en gros d'exiger, de réglementer de manière beaucoup plus stricte les fournisseurs de contenu, de services notamment aussi, donc moteur de recherche, plateforme de communication, et puis tout contenu qui génère de manière automatisée du contenu, donc les IA génératives. Et là, on a quelque chose qui modifierait la Constitution pour imposer que ces fournisseurs-là soient tenus notamment de protéger les droits fondamentaux des citoyens, de les protéger aussi contre la cybercriminalité. Moi, je voulais vous entendre sur ce texte parce que moi, la formulation m'a un peu étonné. On va quand même assez loin, beaucoup plus loin en tout cas que le projet de la Confédération qui, pour le coup, lui, est beaucoup plus, on va dire, timide. Oui, moi je l'ai découverte juste quelques minutes avant qu'on arrive ici. Et effectivement, c'est une initiative qui me semble, alors peut-être il y a aussi une question de traduction de l'allemand, Ouais, l'original, au français, mais qui me semble beaucoup plus laisse beaucoup de place à l'interprétation, quoi. D'un côté, elle oblige les fournisseurs des plateformes de communication, etc., à être quelque part garant de la protection des droits fondamentaux des utilisateurs. Alors, les fournisseurs, c'est essentiellement tous les opérateurs, à partir de ceux qui fournissent des systèmes d'email jusqu'à ceux qui génèrent du contenu par l'IA, etc. Ce serait intéressant de savoir si les gens qui ont lancé l'initiative pensent que ça s'applique de la même façon aux entreprises suisses et aux entreprises étrangères opérant en Suisse. Puis l'initiative dit qu'ils doivent appliquer à empêcher la diffusion de contenus présentant de la violence sexualisée et des contenus incitant à la violence ou la glorifiant. Donc c'est important de faire ça, mais c'est vraiment qu'une partie, même relativement petite, de tous les contenus problématiques qui circulent sur Internet. Alors, quid des autres contenus? Alors, je pense qu'on sait d'où vient l'expression violence sexualisée parce que la personne qui a lancé ça, ou enfin qui est à la tête de ce groupe et qui finance la campagne est un entrepreneur alémanique avec des moyens qui a créé dans le passé une association pour protéger les enfants en ligne. Guido Fleury. Mais c'est clair que c'est limitant. Donc, je ne sais pas. Ce sera une discussion intéressante. Ça répond aussi à quelque chose. Ça répond à une demande croissante de la part de la population pour que le gouvernement fasse enfin quelque chose contre les gens de la tech, contre les dérives numériques, contre les contenus qui envahissent notre quotidien. Est-ce que c'est la bonne réponse? Je ne suis pas tout à fait sûr. Le principe de l'initiative, je ne suis pas contre. Mais le texte, là, me paraît problématique. Je vous propose qu'on remercie M. Giussani et qu'on ouvre la partie des questions.